de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à Enquête de vérité, une émission où nous abordons divers sujets et où nous répondons également à vos questions, l'acquisition de connaissances étant le but de cette émission. Nous vous invitons donc à nous envoyer vos questions et les sujets qui vous intéressent, que ce soit en matière séculière ou religieuse, via courriel ou Twitter, et tout en précisant le titre de l'émission. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlerons de l'homéopathie. C'est une médecine dite alternative ou complémentaire et qui est très populaire parmi les membres de la communauté musulmane Ahmadiyya. Elle nous fut introduite pour la plupart par le 4e calife Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimullah. Étant homéopathe, il donnait régulièrement des prescriptions aux membres de la communauté et il nous offrait des cours d'homéopathie qui étaient retransmis sur la MTA. Un livre compilant ces cours fut également publié en langue anglaise et ourdou. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir notre calife actuel, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui accorde son aide, qui lui aussi offre gracieusement des prescriptions à ceux qui lui en font la demande. Et il continue donc à promouvoir l'homéopathie. Cependant, il est bon de savoir que nous ne sommes pas les seuls à utiliser l'homéopathie. En effet, l'homéopathie existe depuis plus de 200 ans et elle est utilisée par de plus en plus de personnes à travers le monde. Les statistiques démontrent qu'un Français sur 2 se soigne à travers l'homéopathie. Or, malgré son succès grandissant, l'homéopathie est souvent pointée du doigt. Et depuis quelques années, nous trouvons que certains médecins doutent de son efficacité, allant jusqu'à parler d'un effet placebo. Pour mieux comprendre l'homéopathie et augmenter notre connaissance à ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau aujourd'hui Madame Misbah Benou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakallah pour votre présence. Nous avons également le plaisir d'avoir avec nous Madame Hafissa Doumen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je vous remercie de participer à cette émission, Jazakallah. Pour commencer, Misbah, pouvez-vous nous parler de l'histoire de l'homéopathie, c'est-à-dire d'où nous vient l'homéopathie? Alors, l'homéopathie nous vient d'un médecin qui s'appelle Samuel Hahnemann. Il est né en 1755 à Meissen, une petite ville en Allemagne. Très vite, Samuel Hahnemann est identifié comme un élève brillant. À 20 ans, il entre à l'université pour y suivre des études de médecine et il devient médecin en 1779. Après 11 ans de pratique et déçu par la médecine conventionnelle de son temps, Hahnemann s'intéresse à un ouvrage intitulé « Traité de matière médicale ». L'auteur de cet ouvrage, un médecin écossais du nom de William Cullen, proposait d'utiliser l'écorce de quinquina pour traiter certaines fièvres. Hahnemann remarque alors une coïncidence entre la toxicologie du quinquina et ses propriétés antipyrétiques, c'est-à-dire des propriétés qui combattent la fièvre.
De ce fait, il décide d'administrer à des sujets sains ainsi qu'à lui-même de fortes doses de quinquina. Il observe alors que l'administration de quinquina à une personne en bonne santé provoque des accès fébriles comparables à ceux de la malaria. C'est donc vers 1796 que l'on peut situer la naissance de l'homéopathie quand Hahnemann publie son livre intitulé « Essai sur un nouveau principe pour découvrir les vertus curatives des substances médicinales ». Il expérimente alors 18 substances dont une majorité d'origine végétale, telles que la camomille, belladone, aconie, ipecac, entre autres. Et c'est là que le premier principe de l'homéopathie est posé, à savoir le principe ou la loi de similitude. Similia similibus curantur. Les semblables sont guéris par les semblables. Ce n'est qu'en 1810 que Hahnemann publie son ouvrage majeur, L'organon de l'art de guérir, où il donne finalement une définition de l'homéopathie, et je cite, « La méthode homéopathique est celle qui, calculant bien la dose, emploie contre l'ensemble des symptômes d'une maladie naturelle un remède capable de provoquer chez l'homme bien, portant des symptômes aussi semblables que possible à ceux que l'on observe chez le malade. » Fin de citation. Donc voilà, en bref, comment est née l'homéopathie et en quoi elle consiste. Jazakallah Misbah pour cette petite page d'histoire très instructive. Donc, pour résumer ce que vous venez de nous dire, l'homéopathie consiste à administrer au malade une dose infime d'une substance qui va créer en overdose les mêmes symptômes que ceux du malade chez un homme en bonne santé. Ce qui nous amène à une autre particularité de l'homéopathie, Hafiza Sahiba, à savoir la façon dont sont préparés ces médicaments, qui, comme Hahnemann l'a dit, doivent être bien dosés afin d'être efficaces. Alors, pouvez-vous nous éclairer à ce sujet? Bien sûr, Shazia. En fait, en plus de son principe de similitude, comme on l'a vu, il y a le principe ou la loi des infinitésimales qui implique un processus de dilution en série et d'agitation que l'on appelle la phase de dynamisation. En effet, au cours de ces expérimentations, Hahnemann a constaté que se manifestait dans un premier temps une aggravation de la maladie ou du symptôme à traiter. Et pour pallier à cet inconvénient, il décide alors de diluer simplement la substance. Sauf qu'il réalise que cela annulait autant la toxicité que ses effets bénéfiques. Il invente donc ce processus de dynamisation durant lequel il remarque que plus la substance est diluée, plus son efficacité augmente. Et c'est ainsi qu'il va fabriquer les médicaments homéopathiques. Alors, tout d'abord, il faut diluer et dynamiser une teinture mère, c'est-à-dire une préparation à base de plantes ou d'extraits d'animaux, par exemple. Aussi, en fonction du degré de dilution et de la méthode employée, les inscriptions sur les emballages varient. Donc, on peut avoir entre autres une dilution DH pour décimale hahnemannienne ou une dilution CH pour centésimale hahnemannienne. Alors, justement, Hafiza, expliquez-nous comment se passe cette dilution CH qui est la plus courante. Eh bien, selon ce processus, il faut prélever une goutte de teinture mère et la mélanger avec 99 gouttes de solvant, souvent de l'eau alcoolisée, puis secouer. Cette manipulation donne une dilution de 1 CH. Pour obtenir un produit contenant 2 CH, il faut répéter l'opération, c'est-à-dire prélever une goutte de la solution à 1 CH et la mélanger avec 99 gouttes d'eau alcoolisée, puis secouer. Plus le CH est élevé, plus le produit est dilué. Donc, un produit à 30 CH signifie que l'opération a été répétée 30 fois. Les médicaments homéopathiques peuvent être distribués sous forme de granules, solutions buvables, crèmes et gels, entre autres. Jazakallah Hafiza Sahiba pour cette explication. Alors, on peut voir que cette médecine alternative se démarque de la médecine conventionnelle
à savoir de l'allopathie, par ces différents principes, le principe de similitude et celui des infinitésimales. Ce qui nous pousse à vouloir comprendre comment elles fonctionnent sur le corps et pourquoi de plus en plus de personnes choisissent de délaisser l'allopathie pour se tourner vers l'homéopathie. Pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre d'une professionnelle de l'homéopathie, le docteur Ouzma Zouber, à qui nous avons posé des questions et je vous invite à présent à regarder un extrait de cette entrevue. As we all know, homeopathy is made from natural substances, whereas allopathy is made from chemical or synthetic substances. Let me give you an example. Like if two people come with a headache to an allopathic doctor, so the case will be taken and medicine what both patients will receive would be the same, like an analgesic or an anti-inflammatory. Whereas in homeopathy it's not the same. It's like the detailed case is taken with generals, physicals and all, and each person, though they are coming with a similar ailment, are given different homeopathic remedies. So this is the major difference between homeopathic and allopathic, that homeopathy has an individualized approach. It concerns the person as a whole. Another thing which it differentiates is it works on the immune system. It improves the immune system and makes the defense mechanism so strong that the body heals itself in homeopathy, whereas in allopathy they just block the pain receptors. So like if a person is coming with an allergic rhinitis, so when homeopathic medicines are given to that person, it improves his immune system so that when he comes in contact with the allergen also, he will not react to it. That's like a defense mechanism which is boosted due to homeopathy. Whereas side effects are concerned, since the medicines are potentized, there are no as such side effects, but if taken as self-medication, if given in higher potencies for pathological cases, then it may cause side effects. I would like to explain you a bit of about constitutional remedy. What is a constitutional remedy is like when a person comes with an ailment, we not only concentrate on that ailment, like if he's come for a headache, for example, we will take his complete history about the headache plus his generals, his thirst, his moods, his mental status, how is he as a person, like what kind of anxieties he has, all in general, that constitutes the constitutional remedy. So when a person is given the constitutional remedy, the ailment which he's come for, that gets treated, plus in future if he has some like another ailment also coming up, with the constitutional remedy the immune system becomes so strong that it itself take care of the other ailments as well. So this explains that one remedy can take care of many illnesses in a person. Eh bien, Misbah, grâce à cette entrevue, on découvre un autre principe de l'homéopathie, à savoir le principe de l'individualisation. Ainsi, en homéopathie, on traite les patients cas par cas et pas uniquement leur pathologie. Un remède est prescrit en fonction de la constitution physique et mentale du patient, de sorte qu'il soit traité dans son ensemble et de façon durable. Et donc, on comprend mieux pourquoi beaucoup de personnes se tournent vers l'homéopathie, et comme ce fut également le cas pour Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimullah. Alors Misbah, pouvez-vous partager avec nous son expérience avec l'homéopathie et peut-être nous raconter des incidents qui vont l'inciter par la suite à étudier cette médecine alternative? Il y a un premier incident qui s'est passé un peu après la partition de l'Inde. Alors, à l'époque, Huzur Rahimullah souffrait régulièrement de migraines accompagnées de nausées et de vomissements. Pour calmer la douleur, il prenait un médicament allopathique du nom de Sandol, qu'utilisait son père, Hazrat Muslim Maud Azat Alain. Ce médicament le soulageait assez rapidement. Cependant, quand Sandol ne lui fut plus disponible au Pakistan,
Son père, Hazrat Muslim Maud lui donna alors un médicament homéopathique pour soulager sa migraine. Huzur Rahimullah nous relate, à ce moment-là, je ne croyais pas du tout en l'efficacité de l'homéopathie, mais je l'ai tout de même pris de bonne foi. Soudain, j'ai réalisé que ma migraine avait complètement disparu et sans raison apparente, je m'allongeai sur le lit, les yeux fermés. Jamais auparavant, je n'avais ressenti l'effet d'un médicament d'une façon aussi rapide et surprenante. Et il y a un deuxième incident qui a eu lieu plus tard, à savoir après son mariage. Son épouse lui parle d'une maladie qu'elle souffre de longue date et il décide alors de lui trouver un remède en se plongeant dans les livres d'homéopathie de son père. Par chance, il tombe sur un remède, natrum mûr, qui correspond aux symptômes de son épouse. Il lui donne une puissante dose et ce remède la soulage définitivement. Et c'est cet incident qui va totalement le convaincre de l'efficacité de l'homéopathie, après quoi il décide de se lancer sérieusement dans l'étude de cette médecine. Et nous savons, Misbah, que cette connaissance qu'il a acquise lui a d'ailleurs permis de guérir beaucoup de personnes par la suite, alhamdulillah. Donc, Jazakallah, Misbah, pour ces belles anecdotes qui nous montrent par la même occasion que non seulement l'homéopathie marche, mais qu'elle agit de façon assez surprenante, voire même miraculeuse quand elle est prescrite correctement. Pourtant, Hafiza Sahiba, de nos jours, il y a toujours une certaine polémique autour de l'homéopathie. Comme je l'ai dit au début, l'homéopathie est pointée du doigt et certains médecins doutent encore de son efficacité et vont même jusqu'à parler d'un effet placebo. Alors la question que je vous pose, Hafiza Sahiba, c'est quoi l'effet placebo? L'effet placebo, c'est l'effet que produit un médicament placebo sur un patient. Alors, c'est quoi un médicament placebo? C'est en fait un médicament sans principe actif. Il n'a donc aucun effet pharmacologique de la pathologie qu'il est censé de traiter. Cependant, malgré cela, on constate qu'il peut s'avérer bénéfique chez certains patients. Et c'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Ce phénomène fut constaté pour la première fois par un médecin suisse nommé Paracels, qui au XVIe siècle remarquait qu'une consultation avec un thérapeute suffisait pour améliorer au moins légèrement la santé des patients. Il semble que la simple action de mimer un acte médical ou thérapeutique favorise la diminution des symptômes, voire la guérison. Son efficacité est prouvée et selon les études, un placebo produit des effets dans 15 à 25% des cas. Des travaux ont notamment montré que le simple fait d'évoquer à des patients qu'on va les soumettre à un traitement analgésique, cela libère des endorphines, c'est-à-dire des molécules antidouleurs naturelles. On peut dire que l'effet placebo démontre ainsi le pouvoir de l'esprit sur le corps. Et selon Futura Santé, le médicament placebo est couramment utilisé dans la médecine moderne. Il est également indispensable dans un essai clinique qui vise à vérifier l'efficacité d'un médicament grâce à un traitement en aveugle, c'est-à-dire que le patient ignore ce qu'on lui administre, ou en double aveugle, le médecin et le patient ne savent pas qui prend quoi. Si le principe actif n'est pas jugé plus efficace que le placebo, il ne reçoit pas en général d'autorisation de mise sur le marché. D'accord, Jazakallah pour ces éclaircissements, Hafiza Sahiba. Je vais à présent me tourner vers vous, Misbah, pour vous demander de nous éclairer sur un point. Donc, pourquoi certains associent l'effet placebo à l'homéopathie? En fait, c'est en raison du processus de dilution dans la fabrication des médicaments homéopathiques. Certains médecins affirment que lorsque le produit est dilué 30 ou 200 fois, il ne reste plus aucun principe actif et donc il devient un médicament placebo. Or, selon le scientifique Benveniste, le médicament homéopathique reste efficace grâce à la mémoire de l'eau, une thèse qu'il a publiée en 1988.
Cette thèse soutient que l'eau garde en mémoire la substance qu'il a une fois contenue. À noter que cette thèse, bien que vivement critiquée à sa sortie, fut toujours soutenue par un autre brillant scientifique, le professeur Luc Montagnier, lauréat du prix Nobel de médecine en 2008. D'autres recherches maintenant plus poussées ont été effectuées ces dernières années, selon un article du Dr Saurav Arora, et ces recherches ont démontré qu'il restait en réalité encore des nanoparticules d'un produit, même suite à une très haute dilution. Toujours pour tester l'efficacité de l'homéopathie, des essais cliniques ont également été faits, à savoir des essais cliniques avec des placebos, comme on en a parlé, et les résultats positifs des médicaments homéopathiques se sont révélés supérieurs aux placebos. Cependant, il faut savoir qu'il est tout de même difficile de juger toute l'efficacité de l'homéopathie avec ce genre d'essais cliniques. Car comme on l'a vu, l'homéopathie n'est pas prescrite comme l'allopathie. Alors que l'allopathie va traiter la pathologie avec un médicament particulier, l'homéopathie va traiter les patients cas par cas et va prescrire un médicament en fonction du patient et pas uniquement en fonction de la pathologie. Donc, pour que les essais cliniques puissent juger comme il faut de l'efficacité de l'homéopathie, il faudrait avoir des sujets qui non seulement ont la même pathologie, mais aussi la même constitution physique, le même état mental, etc., ce qui est très rare à trouver. Effectivement. Quoi qu'il en soit, malgré toute cette polémique, l'homéopathie demeure très prisée. Et ce que les gens ignorent peut-être, c'est que depuis sa création au XIXe siècle, elle est également utilisée en pratique vétérinaire en raison de ses nombreux avantages, tels que son efficacité, son moindre coût et aussi l'absence d'effets secondaires. Alors, je vais me tourner vers Hafiza Sahiba. Vu tous ces bienfaits et ces avantages que je viens de mentionner, est-il conseillable tout de même de délaisser complètement l'allopathie pour se tourner exclusivement vers l'homéopathie? Non, pas vraiment. Puisque malgré ses nombreux avantages, l'homéopathie a ses limites, tout comme l'allopathie d'ailleurs. Là où l'homéopathie est limitée, il ne faut pas hésiter à se tourner vers l'allopathie. De même, là où l'allopathie n'apporte aucune solution efficace, l'homéopathie est une excellente option. En réalité, ces médecines ont chacune des domaines où elles excellent plus que l'autre. On peut dire même que ces deux médecines sont souvent complémentaires pour soigner efficacement. Par exemple, pour les interventions chirurgicales, des médicaments homéopathiques peuvent être pris avant et après afin de faciliter la cicatrisation. Concernant la médecine conventionnelle, selon le Dr Nassim Rahmatullah, elle est particulièrement efficace pour les douleurs, les traumatismes, les urgences médicales et chirurgicales. De bons résultats ont été atteints dans l'arthroplastie, la reconstruction faciale, les greffes d'organes, entre autres. Elle excelle également dans le soin des fractures et luxations. D'un autre côté, l'homéopathie est excellente dans le traitement des allergies et des conditions chroniques. Dans les cas où la médecine conventionnelle a échoué ou plafonné, dans les cas où aucun traitement conventionnel n'existe, ou bien quand ces traitements conventionnels sont contre-indiqués ou ne peuvent être tolérés dû aux effets secondaires, entre autres. À la fin, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces différentes médecines conventionnelles, alternatives ou complémentaires sont des moyens que Dieu, par sa grâce, nous a offerts afin que nous puissions nous soigner. Ce sont autant de faveurs pour lesquelles nous devons nous montrer reconnaissants envers lui. Oui, en effet, Hafiza Sahiba, vous avez bien fait de le souligner. Jazakallah. Il nous reste encore quelques minutes. Misbah, voulez-vous rajouter une dernière chose avant que nous ne terminions cette émission? Oui, Jazakallah. Pour terminer, j'aimerais faire ressortir que même si la communauté promeut l'homéopathie, ce n'est pas le seul soin qu'elle préconise, car en plus de cliniques homéopathiques,
Plusieurs hôpitaux ont également été construits par la communauté à travers le monde, et tout particulièrement en Afrique où les soins médicaux sont le plus en manque. Par ailleurs, il faut savoir aussi que le calife actuel, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bin Nasir Aziz, encourage souvent les jeunes et particulièrement les enfants dédiés à prendre la filière médicale en faisant ressortir que la médecine est une profession au service de l'humanité. Tout à fait. Jazakallah. Cette émission touche à sa fin. Je tiens à remercier mes intervenants d'aujourd'hui pour nous avoir éclairés au sujet de l'homéopathie. Donc, Jazakumullah à vous. Chers téléspectateurs, nous espérons que vous avez apprécié le thème d'aujourd'hui. À titre de conclusion, Dieu le gracieux a certes mis à notre disposition différentes médecines, tantôt se surpassant les unes les autres, tantôt complémentaires. Quoi qu'il en soit, nous devons montrer de la gratitude envers Dieu, mais aussi prendre conscience que quel que soit le traitement que nous utilisons, il est essentiel pour nous de rechercher l'aide de Dieu, car c'est lui qui possède l'attribut d'Ash-Shafi, à savoir celui qui accorde la guérison. Avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos questions et vos sujets d'intérêt via courriel ou Twitter. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine. D'ici là, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore un jour qui se lève, où j'avance dans ma quête. Mon cœur n'est qu'à ta recherche, ne désire que ta lumière. Oh Allah, permets-moi de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité.